On n'arrive jamais à obtenir la vérité de tout ce qui s'est passé. Donc il y aura une vérité judiciaire. C'est le verdict qui va être prononcé ce soir. Le parquet réclame la réclusion criminelle à perpétuité. Personnellement, je pense que ça ira dans ce sens-là. Je ne peux pas imaginer un seul instant que soit prononcé un acquittement. Il faut dire les mots. Je pense que ceux qui ont été condamnés à la perpétuité, c'est les rescapés. Qui le portent dans leur chair, qui le portent dans leur corps, qui le portent dans leur âme, qui le vivent tous les jours. Ok, tout à l'heure. Ouverture des portes à 20h, verdict à 20h15. Oh là là, ça se précise. Je pense à cet instant même à toutes les victimes, à tous les rescapés. Il y en a qui sont à côté de nous et ils ne sont pas venus dire des choses pour rien. Ils sont venus le dire ici, à Paris, dans cette cour d'assises et leur souffrance a été entendue. Et merci. Merci la justice. Mission accomplie, mais on a d'autres procès qui nous attendent, en espérant qu'on ait la forme et la santé pour pouvoir poursuivre. Merci beaucoup. Bienvenue à cette édition. Alain, vous êtes avec nous. Bonsoir, bon après-midi. Oui, bonjour Eddy, je suis là avec vous. Voilà, déjà, que représente la réclusion à perpétuité pour Philippe Atayétimana? Le verdict qui a été prononcé hier nous satisfait totalement. Pour nous, c'est le résultat de plusieurs années de travail au sein de la justice française. Nous avons beaucoup enquêté au Rwanda, à la fois auprès des rescapés, mais aussi auprès de ceux qui avaient participé au génocide. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui, mission accomplie, les jurés se sont rangés du côté du ministère public qui avait demandé la réclusion criminelle à perpétuité. Merci beaucoup Alain. Gauthier, est-ce que ceci laisse présager une justice pour les survivants du génocide ou l'humanité tout entière? Parce que bientôt 30 ans après les génocides commis contre les Tutsis, on peut enfin dire, du moins pour ce qui est du gros. Dès l'âge de 7 ans, je suis déjà en pension en fait et je suis déjà chez les sœurs. Parce que les Tutsis dans notre région, on était déjà dans une insécurité.
La violence s'est installée dès ces années 59. Elle n'a jamais cessé, en fait, jusqu'en 94. Parfois, ça revient dans mes cauchemars, ça arrive de temps en temps. Je m'enfonce profondément dans un endroit et j'ai toujours l'impression que c'est là où je suis. On s'enfonce, vous savez, je ne sais pas si tu connais les champs de papyrus, où tu n'as pas de fond, en fait. C'est une espèce de magma. Quand tu poses le pied, ben, tu t'enfonces, mais tu ne sais pas jusqu'où tu vas t'enfoncer. Ben, il y a des choses qui doivent être imprimées quelque part en nous. La peur, l'angoisse. Oui, c'est ça. Des cris qu'on a entendus qui peuvent revenir d'un seul coup. Un bruit, même parfois un bruit de voiture. Pourtant, il n'y avait pas vraiment beaucoup de bruit de voiture. Mais toutes ces choses-là, je ne peux pas dire que c'est mon quotidien quand même. Hein. Bon, là, je sors d'un procès, ça c'est autre chose. C'est bien chargé dans ma tête, mais en temps normal, je pense que non. Hein. J'ai quand même une vie plus ou moins normale, en dehors de mes histoires sans fin. J'espère. Toi, tu as survécu à Mouillira. Oui. Mouillira, c'était la principale colline, là on se concentrait. Le matin, on priait, et puis après la prière, on déployait des petits groupes sur les collines, comme déjà qui allaient en fait surveiller la zone pour savoir s'il y a des attaques qui provenaient d'ici au-delà. Et puis, quand ils voyaient des criminels monter vers Bicêtre, ils signalaient. Tout le monde était convaincu qu'on ne pouvait rien d'autre que de se défendre. On disait, il faut défendre nos enfants, nos femmes et nos vaches, et puis les hommes, on va nous examiner après. Donc c'est cette force qui a motivé les Tutsis qui étaient ici. Il faut nous défendre jusqu'au dernier.
Yes. Uko byagenze rero aha hose ariko nawe uvuga ngo babajije ushobora gusanga ari bazina ntabwo ari kimwe bose barapfuye ni kimwe Tu avais quel âge, toi, quand tu as vécu tous ces événements-là? J'avais 24 ans. On aimerait connaître un petit peu le moment de la rencontre ici avec les soldats français de l'opération Turquoise. Au mois de juin, on a eu l'information comme quoi la France allait intervenir au Rwanda pour créer ce qu'ils appelaient une zone sûre, donc une zone humanitaire. La journée du 27 juin, comme je te l'ai dit, on avait des gens qui étaient sur les petites collines là pour suivre de près le mouvement des criminels. Les guetteurs. Oui, les guetteurs. Ils ont vu des camions monter. C'était les camions des militaires français. Nous croyons qu'ils allaient nous sauver. On a commencé à appeler les gens qui étaient dans les coins, comme on croyait que c'était notre salut. Arrivé là, on a commencé à discuter avec les militaires français, qui étaient là bien armés, avec des moyens, on voyait de communication. Mais ils ont dit, on ne savait pas que vous étiez ici, mais nous n'allons pas rester ici, parce qu'on va revenir dans 3 jours. On a dit, est-ce qu'au lieu de retourner là et nous laisser ici, pourquoi vous ne pouvez pas même, comme vous avez des moyens de communication, donc appeler à vos supérieurs à Kibuye. Appeler des renforts. Des renforts. Ils ont dit non, nous allons revenir à Kibuye. Ils disent, si vous nous quittez, vous nous laissez ici, ils vont nous exterminer. Je les voyais sur les collines. Il y avait des cadavres ici et partout. Bien sûr. Puis de nouveaux cadavres comme ça, des cadavres qui venaient de faire des jours. Ils les voyaient ici et là. Ils ont osé de repartir. Parce que pendant ces 3 jours-là, beaucoup de Tutsis ont été tués ici. Oui, des Tutsis qui étaient sortis de leur cachette. Si, parce qu'ils avaient vu quand même qu'il y avait encore des gens ici. Oui, donc Bernard, si une plainte était déposée contre l'État français pour ces différentes raisons, est-ce que toi, tu accepterais d'être parmi les plaignants? Volontiers. Volontiers. Parce que ça, c'est mon histoire. Ça, c'est ma vie. Oui, c'est un peu notre responsabilité à nous aussi, qui sommes français, et dont les décisions ont été prises sans nous demander notre avis. C'est ça. Donc, il faut découvrir les véritables responsables. Alors qu'ils le faisaient au nom de tous les Français. Bien sûr. Ah ouais. Alors, notre premier retour date de 1996, au cours duquel on va
tenter de savoir qui reste dans nos familles. Et on va se rendre compte qu'il ne reste pas grand monde. Alors autour de 96, je m'en souviens presque comme hier, je crois que c'est là où j'ai compris pour la première fois ce que ça veut dire le chagrin. Et on a rencontré une cousine de Dafrosa, Anastasia. Elle a voulu nous faire rencontrer des rescapés. Elles nous ont livré ce qu'elles avaient vu. C'était la première fois qu'on récoltait des témoignages. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Ouais. Là, je suis un peu perdu parce que les choses ont tellement changé. J'avais toujours décidé, moi, que je ne ferais pas le service militaire, mais que je souhaitais le faire en coopération. Et donc, on m'avait proposé, je crois, 3 pays, si je me souviens bien, Madagascar, le Bénin et puis le Rwanda. Et puis le Rwanda, c'est pratiquement un pays dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis précipité sur une carte de l'Afrique que j'ai vue où c'était, j'ai dit, ok pour le Rwanda. Ici, c'était le bureau du directeur, puisque l'entrée était par ici, et ma chambre était ici. Je pense que c'était celle-là. Voilà, c'est bien là que j'ai passé mes 2 années et qui ont été déterminantes pour mon existence parce que j'aurais pu ne pas venir au Rwanda, ne pas venir à Savé et ma vie aurait été complètement différente. Ouais, c'est beaucoup... Donc là, j'avais un ami qui était professeur, qui a été tué pendant le génocide. Je pense que c'est dans l'année scolaire 71-72, juste en face, il y avait la maison mère des sœurs Benebikila. Et il se trouve qu'au mois de janvier, la directrice m'appelle pour me demander si je ne voudrais pas donner des cours pour remplacer un professeur de français. Salle de classe ici. Et il se trouve que Dafrosa faisait partie de la trentaine d'élèves peut-être de la classe. Donc je donnais des cours de littérature. Mais bon, je ne peux pas dire qu'on s'est connus véritablement. Elle était élève, mais il n'y avait aucune raison qu'on se revoie en fait. Ouais. Bah, je pense que j'ai enseigné dans ce genre de classe, tout à fait là. Je crois que j'avais les classes de 4e, 3e, qui étaient en enfilade. Je pense que c'était... Ouais. L'année d'après, j'ai rejoint mon académie d'origine qui était Grenoble.
où j'ai terminé mes études en 1976. Et entre-temps, j'avais rencontré Dafrosa lors d'un séjour en Belgique, chez son frère, où elle est réfugiée. Et c'est là qu'effectivement notre histoire a commencé. À Noël 74. Donc ça, c'est le nom des élèves qui ont été tués. Mais je ne sais pas. Abba Nishuri, Abba Kozi, c'est les travailleurs, donc les employés. On se marie en 77, et je pense que dès 78, oui, on est parti au Rwanda. Et on est retourné régulièrement jusqu'en 89. On allait systématiquement à Butare, là où habitait ma belle-mère, sur la colline de Tiargua. Ça, je reconnais ça. Hein. On avait ça à la maison. Oui, oui, oui. 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 Ça, c'est les petites fleurs qui ne sont pas mortes. La maison était là au milieu. Et on avait construit une annexe là-bas, quand on venait en vacances. Voilà, c'est tout ce qui reste. On essayait de bien rester cantonné chez elle, là, sans trop se montrer, ni trop s'afficher. On était quand même dans le pays du président Habyarimana, hein. C'était pas non plus la fête. Il y avait des voisins qui n'arrêtaient pas d'insulter les Tutsis. Et je me souviens que le soir, quand ils faisaient des menaces, j'enregistrais ce qu'ils disaient pour pouvoir transmettre aux conseillers de secteur. Parce que c'était vraiment des menaces qu'ils nous faisaient. C'est toujours des humiliations, en fait. C'est humilié gratuitement. Donc, c'est un sentiment qui peut nous poursuivre toute notre vie. Salut Jean-Pierre. Bonjour. Ça va? Ça va bien vous-même? Ça va bien. J'aimerais t'entendre parce que je sais que tu as été témoin d'un certain nombre de faits, en particulier concernant le contrôle d'identité fait par les soldats français dans totale illégalité. Vous voyez, quand on sort de Kigali, il y a un pont sur la Nyabarongo, la rivière Nyabarongo, vers le sud. Qui est bien connu. Qui est bien connu. Il y avait, je pense qu'il y avait 3 militaires français et 2 gendarmes rwandais. Mais bizarrement, c'était les militaires français qui contrôlaient les cartes d'identité. À l'époque, les cartes d'identité, il y avait une mention ethnique. Il regarde, il me dit « Monsieur, vous êtes Tutsi ?» Ouais, ben, je dis « Monsieur, c'est marqué sur ma carte d'identité. Hein. » Il me regarde, je ne sais pas, il me dit « Allez, prenez votre carte, allez, rentrez dans le bus. » Bon, des fois, il gardait les Tutsis par là. Moi, d'ailleurs, j'avais peur qu'il me garde aussi. Mais ce jour-là, j'en ai pas vu. Oui. Mais que je sois contrôlé par les militaires rwandais ou un gendarme rwandais, ça va, mais un militaire français quand même. Ouais, ça me mettait vraiment très mal à l'aise, quoi. Au moins pour les cas d'identité, j'ai été témoin, ils m'ont contrôlé. Très volontiers, j'accepterais de témoigner. Ben, voilà. Il a fallu d'abord déposer une demande préalable auprès de la Première ministre
Donc ça va durer des années avant que ça n'aille devant le Conseil d'État. Ce rôle de la France devrait amener à des compensations financières au profit des rescapés. Si personne ne fait de démarche de ce type-là, dans 20 ans, il y aura très peu de rescapés, très peu de tueurs. Donc nous, on a décidé voilà, de partir dans ce sens-là. On verra où ça nous amène. Je pense qu'il fallait se lancer dans cette démarche. L'ancien BRM11, c'était les bâtiments des... Merci à vous d'être venus. Je pense qu'on est tous façonnés par les découvertes qu'on fait quand on a 15 ans. Moi, j'avais 15 ans lorsque j'ai vu les images du génocide des Tutsis pénétrer dans mon salon. Et je pense que ce moment-là a marqué une rupture dans mon existence. Je nous vois encore dans la cour du lycée avec 2 amis et en train de promettre que quand nous serions grands, eh bien on travaillerait sur le Rwanda, sur le génocide et sur le rôle de la France dans cette histoire. Et je suis impatient maintenant de me taire et d'écouter les combattants de la vérité et de la justice, notamment à ma gauche. Voilà, bonjour à tous. Alors, moi j'interviens effectivement avec Dafrosa, on va intervenir, je dirais, à 2 voix, comme on le fait souvent. Donc, au nom du collectif des parties civiles pour le Rwanda. Depuis 2001 jusqu'en 2019, toutes les plaintes qui ont été déposées, 32, l'ont été par notre association. Alors, la question qui nous est posée, pourquoi juger en France? C'est tout simplement parce que la France, par la Cour de cassation, a toujours refusé d'extrader les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994, suite à des mandats d'arrêt internationaux venant du Rwanda. Donc, quand on ne remet pas au pays, eh bien, on doit juger. Voilà, maintenant je passe la parole à Dafrosa, qui va nous parler un petit peu de notre façon de travailler. Alors, une fois qu'on a identifié en France un présumé génocidaire, nous nous rendons tout simplement sur les lieux. Nous prenons notre bâton de pèlerin, nous allons au Rwanda, nous allons sur le lieu du crime et nous essayons d'enquêter. Alors, bien naturellement, nous ne sommes pas des enquêteurs professionnels, ni des gendarmes, ni des juristes, ni des avocats, mais tout simplement des citoyens ordinaires qui essayent de prendre leurs responsabilités devant tout ce qui s'est passé, devant cette histoire très très lourde qui est la nôtre et que nous devons malheureusement assumer les uns et les autres. Merci. Bonjour. Alain, Dafrosa, Alice. Oui, nous, on se dit en fait qu'avec le rapport Duclerc, on a atteint, je dirais, un point de non-retour. C'est-à-dire qu'on maintenant, on ne peut plus dire ce qu'on disait avant. Duclerc a fixé définitivement. Alors, ça ne veut pas dire précisément qu'on est au bout des recherches, au contraire. Mais à partir de là, il faut progresser dans la recherche, dans la connaissance du génocide. Non, la conspiration du silence, à mon avis, a été brisée. C'est-à-dire que tout ce qu'on a connu, ce moment où en France c'était impossible de faire la lumière sur les complicités au sommet de l'État français, eh bien à ce moment-là, il est révolu. C'est-à-dire que
enfin, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc déjà sur le génocide, mais c'est écrit noir sur blanc sur le rôle de la France, que la France a à discuter de son passé au Rwanda. Et ça, c'est fondamental, parce que ce consensus qu'il y avait, et dans toutes les forces politiques, il y avait cette présence de la parole révisionniste, et bien ce consensus, il est brisé. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Mais ce qui est incroyable, et moi ce qui m'a donné un vertige immense quand je me suis plongé dans cette histoire, c'est après le génocide, l'État français continue d'armer et d'entraîner les tueurs. Et ça c'est en connaissance de cause. Oui. Parce que Si Raphaël, je te dis demain, je dépose une plainte contre l'État français, est-ce que tu me soutiens? sur quelle... Sur la complicité. Pour faire éclater la vérité. Oui, pour aller plus loin que les responsabilités lourdes et accablantes, la faillite de l'État, la faillite militaire, la faillite intellectuelle, c'est quand même des mots très 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 forts. Mais en aucun cas, il n'y a jamais eu la complicité de l'État. Or, si je tiens la main du tueur, si je lui donne une arme, si je lui donne une machette, si je l'assiste d'une quelconque façon, mais je suis complice, n'est-ce pas? Voilà donc une lettre que j'ai écrite au président de la République, François Mitterrand, le 1er mars 1994, c'est-à-dire à peine plus d'un mois avant le génocide. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui je vous adresse un appel au secours. Mon épouse, qui était partie voir sa mère malade, a dû écourter son séjour et revenir de toute urgence à cause de la situation dramatique au Rwanda. Des milices armées, manifestement soutenues par le pouvoir en place, sèment la terreur dans Kigali, exécutent des opposants. Monsieur le Président, que la France cesse de soutenir des dictateurs qui ne pensent qu'à leur carrière et pour qui le bien-être de leurs concitoyens est le dernier des soucis. Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à l'expression de mon profond respect. Voilà donc cette lettre que j'écris un mois avant l'attentat contre l'avion et qui est restée sans réponse. Dafrosa, elle était partie pour 2 semaines. Je me vois là encore entendre ce qu'elle me dit au téléphone, mais c'était l'angoisse. Dès son arrivée. Et sa mère lui a dit au bout d'1 semaine, écoute ma fille, il faut que tu partes, quoi. Et c'est là qu'est né chez elle un peu ce sentiment de culpabilité qu'elle traîne toujours avec elle. Elle dit, mais je les ai tous abandonnés en fait. Le mois de février a été épouvantable. Les familles Tutsi de Kigali se réfugiaient déjà dans les églises, dans les couvents, dans des endroits où ils pensaient être à l'abri. Grenades pétées dans les quartiers, il y avait des meurtres. J'ai tout fait, j'ai essayé de demander à cet ami prêtre d'en exfiltrer quelques-uns, mais on ne sortait pas de Kigali, c'était trop tard, on ne pouvait plus. La violence était telle. Est-ce qu'elle est morte, celle-là? Et j'ai pu passer cette petite semaine-là, même dans la terreur, même dans... Mais on a eu le temps de causer, et ça c'est... Voilà, et peut-être que c'est en ce moment-là où j'ai été désignée pour raconter tout ça, je n'en sais rien, je ne sais pas en fait. Pourquoi moi? Et puis je suis rentrée, je les ai laissés dans leur enfer en fait. Je les ai laissés dans leur enfer.
c'est le matin que les militaires et les miliciens attaquent l'église. Grenades, tirs. Et je crois, en ce moment-là, ma mère va sortir avec la femme d'un cousin. Et c'est dans la cour où elle sera abattue en essayant peut-être de regagner le domicile parce que visiblement elle est tombée au pied des escaliers. Il y avait des fosses dans le jardin des prêtres. Là, c'était le jardin, là, c'était l'église et le presbytère était là au fond. Ça a complètement changé. Mais c'est quand même dommage constamment d'effacer les souvenirs, enfin d'effacer les preuves en fait. Parce que c'est une preuve, c'est sûr que les murs, il y avait encore noirci par le sang, on avait fait ce qu'on avait pu, mais il y avait des reliques. C'était un endroit difficile en fait pour moi. Bonjour Lambert. Et bonjour. On aimerait évoquer avec toi les événements de 1994, alors que tu travaillais, je crois, au Centre culturel français. Oui. En particulier, je pense, l'abandon des autorités françaises, des Tutsis qui travaillaient là, au Centre culturel. Bon, le matin, en écoutant la radio, j'ai appris que l'avion d'Abiyarimana a été abattu. Je me suis dit, ça y est, ils vont nous attaquer. Le 7, j'ai prévenu le centre culturel. C'est-à-dire, j'ai appelé madame, la directrice, je lui ai dit, bon, je suis en danger, tout ça. Oui, je sais Lambert, et ils sont en train de tuer maison par maison. C'est ce qu'il m'a dit. Mon employé vient d'être tué, donc c'est maison par maison. J'ai dit, mais c'est ce que vous pouvez faire, vous savez où je suis. Il dit, bon, on attend, les militaires, ils sont en route, mais on va t'évacuer, t'en fais pas. Bon, j'ai dit, bon, si je ne suis pas mort, oui. Et 3 personnes sont arrivées chez moi et ils demandaient à mon employé où est le patron. Donc, je me suis dirigé vers une toilette extérieure qui n'avait même pas de porte. Il y avait juste une tôle qui tirait, qui arrivait jusque là. Je me suis mis dans un coin à l'entrée. Et je dis, bon, c'est lui qui m'attaque et moi je me défends, même si je ne suis pas armé, tout ça, je ne vais pas mourir comme ça. Il est venu, il a regardé comme ça, il n'a pas regardé à côté. Et il est reparti, il dit, bon, nous partons et donc je pense que les Français l'ont évacué. Et je suis resté là-bas jusqu'au 17 mai. Et voilà, ils ne m'ont pas venu au secours. Merci pour ton témoignage qui est très important, parce que il rentre dans les éléments de la plainte qu'on souhaite déposer contre l'État français. L'abandon des Tutsis, du centre culturel et de l'ambassade. Cher frère, comment ça va? Caribou. Recosé. Diego, bravo. Il y avait longtemps, hein? Mais oui. Je te vois de moins en moins. D'achat âgé. Bienvenue. Diego, recosé. Ça a été le voyage? Oh, dur.
C'est vrai. C'est vrai que c'est difficile. De plus en plus pour nous qui, comme toi, prenons de l'âge. C'est sûr. Le grand problème et le grand défi, c'est au fond de former une nouvelle génération de personnes qui peuvent s'engager. Ouais. Mais c'est pas évident. Ça sera difficile. Parce que... Tu vois bien, même en Belgique. Oui. Les premières personnes qui se sont constituées partie civile avec nous, les gens de notre génération, si je peux dire, prennent de l'âge. Les enfants ont vu ce que ça coûte de faire ce genre de travail, et peu sont prêts à s'engager dans une aventure qui va durer des dizaines d'années. Et franchement, on n'ose pas toute la vie. Oui, on n'ose pas les embarquer dans cette aventure. C'est pas évident. Non, c'est pas possible. Et puis là, on est dans une démarche aussi contre l'État français. On est en train de préparer un recours contentieux auprès auprès du Conseil d'État. Grand défi. Mais je pense que politiquement, il n'y aura pas beaucoup d'autres avancées, pour l'instant en tout cas. Il faut compter sur les changements générationnels. Macron fait partie d'une génération différente, évidemment, des Mitterrand et compagnie. Ah oui, bien sûr. Ce qui s'est passé sous Macron était inimaginable à l'époque de François Mitterrand. Et dans les années qui ont suivi, qu'est-ce qui se passera après Macron? Peut-être un nouveau progrès. Moi, je veux l'espérer. C'est épuisant, mais c'est méritoire. C'est épuisant, oui. Le résultat est ce qui nous répare, nous, partie civile, c'est de voir que quand même, cette justice qui paraissait inatteignable peut, dans certains cas, et jusqu'à un certain point, être obtenue. Je ne suis pas obsédé par le temps qui passe, mais on est bien obligé d'en tenir compte. Moi, j'arrive sur mes 75 ans. Bon, combien m'en reste-t-il et dans quel état? Donc oui, c'est pas une obsession, mais je suis bien obligé d'y penser. D'autant que les procès vont durer bien au-delà de nous. Donc, bon, c'est tout, ça fait partie aussi des paramètres dont il faut tenir compte. Mais après, que quelqu'un puisse reprendre la relève, je ne sais pas. Si c'est le cas, oui, mais ça ne sera pas de la même façon que nous, forcément. Avant 1994, j'avais commencé à prendre des cours de guitare. Puis, cette guitare-là, je ne l'ai plus retouchée depuis le 6 avril 1994. Et je crois que c'était pendant le premier procès, en 2014. On regardait la télévision et c'était une émission où le père s'était mis à jouer de la guitare dans le documentaire. Et à ce moment-là, je me suis mis à fondre en larmes. Et en me disant, quand je pense que sans ce putain de génocide, dire que je jouerais aussi bien de la guitare. Bon, c'est une petite anecdote. Okay. Mais notre vie a basculé.
C'est vrai que toute notre vie est quand même orientée vers ce combat. Moi, je disais qu'on n'a pas passé un seul jour depuis avril 1994, on n'a pas passé un seul jour sans parler du génocide. Je crois que c'est dans ce sens-là que je veux dire que ça occupe notre esprit et notre vie. Bon, c'est dans ce sens-là que je dis que ça nous a Non, je tout pris. Comprends bien. Hein? Je comprends. Là où on nous a tout pris, on nous a pris nos vies, quoi. On nous a pris nos êtres chers, on nous a pris tout ce qu'on avait sur cette terre du Rwanda. Et le génocide, c'est l'année zéro pour toute la famille Gauthier. Ailleurs aussi, certainement, il y en a d'autres, hein. On n'est pas les seuls. Mais le fait qu'on a commencé cette année zéro ensemble, ça a été une telle coupure et un tel événement, on a basculé quasi d'un siècle à l'autre. On peut dire presque ça. Et s'il y a un événement où les parents et les enfants ont le même âge, c'est bien cela. Nous avons tous ici l'âge du génocide. Tous les 5. Oh là là, oui. 63, 64. Mon Dieu, non. Ça, c'est dans le petit séminaire de Savé où j'étais, voilà. Ça, c'est un de mes collègues, Boniface, qui a été tué pendant le génocide. Ça, c'était une professeure d'anglais. Et Déo, professeur d'histoire. Ok. Alors... Puis ça, c'est ce qui reste des photos de notre mariage. Il n'y a qu'un de mes frères qui a pris des photos et il en a raté les 3/4. Ça, c'est d'Afrosa jeune, hein. Donc il y a longtemps. Voilà, ça, c'est les 3 enfants, Violaine, Emmanuel et Sarah. Ça, c'est 89 aussi, c'est un peu, mais c'était un peu au temps des jours heureux. Je retrouve au moins 2 photos du dernier séjour au Rwanda avant la guerre de 90 et le génocide. Donc ici, il y a Susanna, la maman d'Afrosa, donc qui a été tuée le 8 avril, et Supera, la cousine, qui a été tuée, elle, à Kigali. Ça, c'est nos 2 filles, Violaine et Sarah. Et là, on a le fils de Supera, qui a été tué aussi, il avait 20 ans. Et ça, c'est aussi une cousine, la sœur de Pauline et Jean-Paul, qui a été tuée avec sa maman. Voilà, donc dans toutes les photos de 89, on est environné de gens qui plus tard seront tués. Mon père est mort en août 2001. C'est-à-dire au moment même où on était en train de créer le collectif des partis civils pour le Rwanda. C'est peut-être là que j'ai réalisé effectivement que on avait eu tort de ne pas parler davantage. En repensant à sa propre histoire, prisonnier de guerre pendant plus de 5 ans, oui, j'ai eu peut-être ce déclic aussi pour, à notre tour, nous, travailler pour la mémoire du génocide, dans la mesure où je n'avais rien pu apprendre de la part de mon père.
On peut le lire, l'histoire comme ça. Hein. Après, il reste encore, je pense, des zones d'ombre dans nos vies.